Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Humanity and Harmony, la chaîne qui inspire la joie d'être humain et la puissance d'être soi. Ce soir, je suis avec François Bellamy, mais pas que, puisqu'il y a d'autres personnes. Donc ça, c'est un live Zoom et que j'enregistre seulement en fait nos deux têtes, hein. Et les autres participants sont bien anonymes, en tout cas en vidéo, vous ne les verrez pas, mais vous entendrez leur voix. Cette soirée, en fait, c'est vraiment pour parler du thème de renaître en lumière avec la constellation de Renaissance, hein. Nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet de qu'est-ce que c'est renaître en lumière, qu'est-ce que c'est la constellation de Renaissance, répondre aussi en fait aux questions que nos participants auraient. Et puis, je propose d'abord déjà d'ouvrir le bal pour que chacun d'entre nous on se présente. Donc moi, je m'appelle Zhongvu, voilà. La plupart des participants ici me connaissent. Et donc, je suis voilà, sur ma chaîne, je me présente comme guide, activatrice et guérisseuse de lumière. Je suis coach, thérapeute, énergéticienne et en fait, j'accompagne vraiment à l'épanouissement de soi. Je suis une alchimiste en fait des blessures et du rejet pour tomber en amour de soi et s'épanouir dans la vie. Et donc, j'accompagne vraiment sur les 5 dimensions, les dimensions du mental, de l'émotion, du corps physique, de l'énergétique et du spirituel. Et tout ce que je fais, en fait, englobe en fait, ces 5 dimensions-là. On va pouvoir aussi en parler tout à l'heure, hein, dans la constellation de Renaissance. Mais je vous laisse découvrir petit à petit. Voilà. Et François, qui tu es? Alors, moi, je m'appelle François Bellamy. Donc, je suis aujourd'hui, je suis un accompagnant. J'accompagne des gens dans leur trajectoire de vie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la question du sens. Alors, je prends la question du sens sous un angle qui est un petit peu inhabituel, parce qu'en fait, j'observe l'action du temps. Je suis aujourd'hui vraiment très intéressé par la façon dont les gens agissent et ayant identifié comment les gens agissent, les aidant à prendre conscience de leur façon d'agir. Je travaille avec eux pour voir comment, dans l'action, à travers l'action, en ressentant ce qui les mobilise, en leur montrant quelle est la signification qui leur donne envie d'agir, en leur montrant combien ça peut être inspirant pour les autres, mais aussi pour eux. Et puis, au fond, in fine, l'idée, c'est qu'à partir de tout ce qu'on essaye de ressentir à travers de l'action qu'on met en œuvre tous les jours, hein, en général, bah, c'est d'arriver à trouver du sens. Et là, c'est vraiment trouver une direction pour sa vie. Et moi, comment je fais ça? Bah, je travaille avec les gens par le dialogue, par des échanges, et on essaie de co-construire ensemble du sens pour qu'il y ait une vie qui soit suffisamment riche pour qu'on n'ait aucun regret le jour où on voit qu'on va mourir. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager. Pour Merci. vivre enfin, plutôt que d'attendre dans l'angoisse, dans la crainte, finalement, une mort viendra de toute façon, mais on peut l'accueillir de façon très différente quand on a donné un plein sens à sa vie. This meeting is being recorded. Alors, le thème de ce soir, hein, c'est renaître en lumière avec la constellation de Renaissance. Donc déjà, qu'est-ce que c'est renaître en lumière? Et j'aimerais avoir justement votre point de vue, votre ressenti. Quand on dit renaître en lumière, pour vous, c'est quoi? Ouais, j'ai vu que tu as voulu enlever le mute, parler. Ouais, j'ai toussé après. Ah, ok. Pour moi, renaître en lumière, ça voudrait dire peut-être être dans l'obscurité, parce que, l'obscurité, je ne sais pas trop comment formaliser, mais je ne suis pas au summum intellectuel là. Je suis vraiment, voilà. Donc, je préviens, je vais avoir du mal à trouver mes mots. Du coup, renaître en lumière, c'est vraiment renaître, pour moi, à sa renaissance, sans ses traumas, ses blocages, en ayant nettoyé
peut-être les choses qui voilà, nous retiennent, qui un peu ombragent notre âme ou notre intérieur. Et voilà, donc je ne sais pas. Oui, super, merci. Moi, je trouve que c'est très clair, hein. Donc, si là, intellectuellement, tu trouves que c'est pas clair, alors j'imagine quand tu es dans la clarté, comment ça pourrait fuser. Oui. Merci, en tout cas, c'est très clair. Et... Mm. Ok, merci. Bien, merci. D'autres personnes qui ont envie de partager? Moi, j'aime bien la métaphore du papillon. Mhm. Je dirais que quand on est dans la chrysalide, on est un petit peu enfermé, prisonnier finalement de nos blessures, de tout ce qui nous encombre dans notre vie actuelle, dans nos vies passées. Et que finalement, quand on se laisse en fait remplir par cette lumière pure, qui est à mon sens l'amour universel, bien, là, on peut déployer nos ailes, être nous-mêmes, être épanoui et finalement devenir un magnifique papillon qui va rayonner sur le monde avec toutes ces belles énergies. Bien, merci beaucoup, Charlotte, pour cette belle métaphore. Et Marie-Claude, si tu as envie de partager, hein, c'est pas obligé, comme tu le sens. Alors, tu es en mute, je vais te demander d'enlever le mute. Charlotte, Charlotte, en quelque sorte, ce que j'allais dire. Donc, quelque part, c'est vrai que quand on est bloqué, on a pas mal de blocages, de blessures. Donc, c'est comme si on était dans une obscurité. On était enfermé dans une pièce dont on ne voyait pas la sortie. Et quand on renaît, en fait, c'est comme un enfant qui vient naître quelque part dans l'innocence pure. Et tous ces blocages, toutes ces choses négatives n'existent plus. Super. Merci beaucoup pour vos partages. Alors, je vous mets en mute, voilà. Donc, en fait, voilà, il y a vraiment cette notion, renaître en lumière, c'est l'obscurité qui n'est plus. Parce que justement, il y a la lumière qui vient éclairer l'obscurité. Mais la lumière ne peut éclairer l'obscurité lorsque la lumière se tourne vers l'obscurité. Et moi, dans mon expérience, quelque part, on parle beaucoup de blocage, de blessures, d'obscurité. On veut en sortir, on ne veut plus en avoir. Mais en fait, finalement, il y a quelque chose pour moi qui est beaucoup plus fort. Ce n'est pas qu'on en est encore ou pas, mais c'est qu'on a assez de lumière intérieure pour regarder l'obscurité et l'éclaircir à n'importe quel moment. Et on renaît en fait avec cette puissance, avec ce pouvoir de lumière pour éclairer le monde, en fait. Puisque l'objectif n'est pas, il y a une finalité de ne plus du tout avoir d'obscurité. En tout cas, c'est dans ma croyance et dans mon expérience, on va continuer en fait à être face à ces parties obscures qu'on va regarder, qu'on va découvrir, qu'on va approfondir au fur et à mesure, mais qu'on a toutes les ressources pour aller voir. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur de l'obscurité puisqu'on a déjà notre lampe, notre lumière intérieure. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a aussi cette notion de renaissance. Et la renaissance, en fait, c'est un peu effectivement, avant, on était ce bébé qui était né prématuré ou qui est né avec toute une forme d'insécurité, de blocage, ou la chrysalide, en fait, effectivement, très belle métaphore, qui est enfermée, qui est étriquée. Mais en fait, en traversant quelque chose dans le processus de renaissance, là, il acquiert en fait de nouvelles ressources, de nouvelles forces et puissances pour vraiment déployer ses ailes et pour vraiment utiliser sa lumière intérieure. Et cette lumière intérieure, il sait l'utiliser parce qu'il a traversé l'obscurité, il a appris comment justement éclairer l'obscurité et voir, reconnaître sa lumière pour continuer à s'envoler dans le monde avec beaucoup plus de légèreté et ne plus avoir peur de l'obscurité. Enfin, pour moi, c'est ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, François?
Moi, je pense que là, moi, j'ai une expérience qui est parallèle ou similaire, mais moi, je vais bien expliquer qu'en fait, ce que j'aime voir quand je regarde les gens qui traversent un processus de transformation profond, c'est en fait, j'ai toujours l'image d'une sorte de tableau figé. La personne elle était dans un tableau figé, il y avait un décor autour d'elle, il y avait des lumières, mais la toile s'était obscurcie, les années avaient passé, le temps avait fait son œuvre, et finalement, on avait très bien les lumières, les ombres, tout était un petit peu dans une seule couleur. Et moi, ce que j'appellerais un processus de transformation, c'est quand tout à coup, c'est toutes ces vieilles couleurs, toutes ces grises couleurs, toutes ces qui ont été accumulées par le temps, en fait, finalement, s'effacent et qu'en fait, on voit apparaître dans une lumière qui est vraiment, qui vient de l'intérieur, mais que, aussi qui va rayonner, on voit apparaître le potentiel de la personne. Et ça, moi, ce qui m'intéresse, je dirais, c'est vraiment l'éclosion du potentiel qui surgit à partir du moment où, effectivement, la personne, elle a traversé cette barrière de l'obscurité qui l'empêchait finalement de ressentir la lumière en général et sa lumière en particulier. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le moment où la personne va être dans la mesure, sortant de l'obscurité, d'éclairer les autres avec cette lumière intérieure qui est vraiment beaucoup plus puissante que ce qu'on croit. En fait, on n'imagine pas d'ailleurs la capacité de lumière de chacun d'entre nous. Et moi, ce que j'adore, c'est voir tout à coup, effectivement, les personnes qui s'illuminent, parce que tout à coup, leur potentiel, il surgit de là où il était caché, là où il était terré à cause des souffrances qu'on a évoquées les uns après les autres. Mm. Tout à fait. En fait, c'est très juste et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça donne la notion de la lumière intérieure, c'est-à-dire que la lumière est déjà là. C'est juste qu'elle est là. qu'on ne la voit pas. Et en fait, là, on va prendre le temps d'aller rentrer à l'intérieur de soi, hein, rentrer dans son lit douillet et, et reconnaître, mais en fait, la lumière a toujours été là. C'est juste que je ne me suis pas rendu compte pour pouvoir réellement l'utiliser, le faire sortir. La chrysalide a caché en fait cette lumière-là et là, il s'agit en fait d'enlever tous ces enveloppes-là voilà, de blocage, de trauma, etc., qui permet en fait qu'on puisse souffler et s'épandre en fait, s'expandre, enfin, le verbe expansion. Bon, c'est bien. Vaut mieux ça que se pendre, on est d'accord. Ah, c'est bien, François, il a de l'humour sarcastique, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Très bien. Et qu'est-ce qui permet justement de renaître en lumière? Donc, avant de répondre à ça entre moi et François, j'aimerais avoir votre avis justement. Ou est-ce que vous avez déjà testé des choses, entendu parler des choses ouais, qui pourraient aider en fait à renaître en lumière ou qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de renaître en lumière? En fait, c'est complexe comment. Je vois ce que tu veux dire, mais je n'arrive pas qu'est-ce qui pourrait. C'est plein de choses. C'est comment on nourrit son âme, son corps, son cœur, son esprit. C'est tout ça qui permet de renaître en lumière. Donc, est-ce que la question, c'est qu'est-ce qui permet en termes de technique? Est-ce que en termes d'art de vivre, en termes de philosophie, en termes voilà, intellectuels, spirituels, il y a plein de choses. Enfin, c'est un condensé de plein d'acteurs pour moi qui font que enfin, pour moi, en tout cas, je dirais que l'être humain, on est obscurité, on est tout autant obscurité que lumière. Et c'est juste que les événements de la vie, comment on alimente, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais notre pot intérieur, enfin le pot, notre socle, comment on le nourrit avec donc tous les éléments de spiritualité, intellectuelle, etc., qui font que soit on est plus tiré vers la lumière, soit plus vers l'obscurité. Si je n'ai qu'une vie de trauma, de blocage, d'obscurité finalement, enfin ce qu'on appelle l'obscurité, hein, je vais être moins dans le côté lumière. Donc
Donc, pour moi, ce qui nous permet, c'est ça, c'est de plein de petites choses qui font que tout doucement on tend vers la lumière. Mais finalement, c'est la vie. Enfin, c'est toute une histoire d'une vie, quoi, je pense, de renaître en lumière. Pour moi, je ne le matérialise pas comme si je vais me réveiller un matin et ah, ça y est, je suis dans la lumière. C'est tout ce que j'aurais semé qui fera que je tendrai vers la lumière et puis peut-être in fine, à la fin de ma vie, si j'arrive à vieillir assez âgée, je me dirais, ben voilà, il y a plus de lumière que d'obscurité, entre guillemets. Enfin voilà. Merci. Ouais. Il vaut mieux pas que je m'exprime parce que c'est très fou. Waouh. J'ai parlé pendant 8 heures, c'est pour ça, j'ai les idées un peu en vrac. Désolée. Merci déjà. Et pour moi, j'honore vraiment ta parole et le temps que tu l'exprimes. Moi, premièrement, ça me nourrit, ça m'inspire énormément. Et pour moi, c'est très, très clair. Donc, voilà, quand tu prends la parole, tu peux te sentir en sécurité pour t'exprimer. Merci à toi. Merci. Et d'autres personnes qui ont envie de s'exprimer sur ça? Moi, je partage l'avis. En effet, l'avis de Nawel, la question est très large. Moi, ça me fait un petit peu penser aussi au yoga avec finalement une vie et une sorte de, comment dire, de tout ce qu'on met dans notre vie quotidienne chaque jour pour justement se rapprocher de cette lumière, que ce soit à travers l'alimentation, à travers nos pensées, à travers l'expression de notre corps physique, les kriyas, etc. Donc c'est vrai que je dirais que c'est une très belle question, mais qui est très, très large, très vaste. Je voudrais préciser aussi, si on va rentrer plus par rapport à vous personnellement, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui vous empêcher de renaître en lumière ou ce dont vous aurez besoin pour vraiment en fait voilà, accompagner ce processus, par exemple. Ah bah, alors moi, pour répondre à ça plus particulièrement, encore une fois, c'est ce que je te disais. Je pense que on a un chemin de vie. Après, pour X raisons, on décide voilà, de faire une introspection et puis à sa hauteur, enfin, avec les moyens aussi qu'on peut s'attribuer. Hein. Donc, il y a des réalités aussi, pas que financières, mais il y a des réalités intellectuelles, il y a des réalités où voilà, on peut être limité aussi par rapport à ça. Bref, c'est moi, par rapport à moi, je sais que très tôt, j'ai été très consciente du monde et de moi, ma position par rapport à ce monde et ma position par rapport à moi-même, etc. Et ensuite, il y a tous les éléments extérieurs, donc tout ce que tu subis de l'extérieur, enfin tout ce qui t'est renvoyé, donc notamment ce qu'on appelait des traumas intergénérationnels qui sont voilà, transmis, là, en l'occurrence, François parle beaucoup aussi de la naissance, et j'avais vu une de vos vidéos où François exprimait un peu sa naissance, il racontait un peu sa naissance, et que moi je me suis un peu retrouvée, parce que pareil, dans le ventre de ma mère, d'ores et déjà, il y avait, on va dire, des choses pas très, voilà, pas très cool, qui ont engendré des bloquants et je pense une naissance assez difficile de ma part. Donc déjà, je suis arrivée au monde, voilà, c'était pas c'était pas tout lumineux. Donc du coup, après, on essaye de trouver des personnes, on essaye de trouver notre propre chemin, donc individuel, en essayant voilà, encore une fois, de chercher des moyens, peut-être à travers des livres, peut-être à travers des films, enfin plein de choses qu'on engendre finalement quotidiennement. Et puis après, il y a aussi l'accompagnement à travers des personnes. Donc moi, je me suis fait accompagner, j'ai eu finalement ce que j'estime les bonnes personnes sur mon chemin. Peut-être parce que aussi j'ai lancé l'appel intérieur, donc voilà, les personnes sont venues à moi. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai pas la science infuse, je ne sais pas, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas encore chez moi, donc des parties un peu plus obscures, mais que j'arrive à un petit peu plus identifier, on va dire,
je suis moins dans le flou qu'il y a plusieurs années où vraiment, là, je commençais tout juste à regarder un petit peu le nombril et comprendre un peu, voilà, qui je suis, tout ça, sachant qu'on a plein d'éléments à appréhender parce qu'il y a il y a le nous et puis il y a la société et puis il y a le nous avec la société. Enfin, voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses à essayer de comprendre pendant une bonne partie de sa vie quand on est plus jeune. Donc voilà, donc à 34 ans, moi je sais plus ou moins voilà un peu ce qui me bloque, je sais parce que je sais comment je réagis. Maintenant, je suis plus consciente aussi. Il y a une conscience qui se met automatiquement et donc je vais savoir comment je réagis. Si je suis bloquée par rapport à toi, je vais l'identifier, je vais me dire ah, je suis bloquée parce que tu vois ça me fait peur ou parce que ça me rappelle ci ou parce que voilà, je le sens même physiquement, il y a un blocage, il y a un dégoût, il y a enfin voilà, je vais savoir plus l'identifier et ensuite, tu as une espèce de c'est bizarre parce que quand tu as une situation, tu sais limite parfois pourquoi tu es bloqué par rapport à cette situation. Enfin, je vais caricaturer, mais je vais avoir une interaction avec une personne et je vais me dire: «Ah mais ça m'a bloqué parce que je sais pas, ça m'a rappelé ma relation conflictuelle avec mon père» ou alors, «Ça m'a rappelé le décès de un tel» ou enfin, on arrive tout de suite un petit peu à cibler pourquoi cette situation ou cette personne a éveillé en nous un espèce de blocage, quoi. Donc voilà. Mais c'est bien parce qu'après on travaille, on sait sur quoi on travaille, on sait sur quoi on a besoin de travailler aussi et c'est ça qui est challengeant aussi et qui est cool parce qu'on a l'impression qu'on voit un petit peu plus notre carte aussi, géographique intérieure, quoi. Donc on avance plus, avec un GPS un peu plus affiné, quoi. Merci beaucoup, carte géographique. Merci Nawel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de s'exprimer? Oui. Marie-Claude, je ne sais pas là si tu es disposée. Moi, j'ai peut-être envie un petit peu de rebondir sur ce qu'a dit Nawel, parce que du coup, ce qui est intéressant, pour moi, un des enjeux, c'est la force du fait de se rencontrer. Je dis ça parce que Nawel a fait allusion à ce que je racontais ou le récit que je faisais de ma naissance lors d'un de nos derniers entretiens avec Zong. En fait, dans cette naissance totalement difficile, et j'entends des échos de naissance difficile chez Nawel, tout à coup me revient à l'idée qu'en fait, je suis né avec le cordon ombilical autour du cou. Et je me dis, c'est assez amusant parce que tout à l'heure, on a dit expandre. Et au fond, je suis un ex-pendu. Un ex-pendu, et effectivement, j'ai réussi à m'expandre. Et c'est marrant parce qu'on ne s'aperçoit que là, cette création de sens, elle ne peut se faire que collectivement. C'est-à-dire qu'en fait, tout seul dans mon coin, je ne peux pas faire en tout cas, pour ce qui me concerne, je me dis, tiens, en fait, il y a un fil, il y a un cordon, en fait, qui relie tout ça, qui est peut-être le cordon ombilical, par exemple. Et du coup, je me dis, tiens, tout à l'heure, expand, on croit que c'est une erreur que tu fais, et en fait, non, c'est peut-être un signal que tu m'envoies, non, pour me dire, en fait, François, le mot expandre a du sens pour toi. Je l'entends pas tout de suite, ça me fait rire, hein. D'ailleurs, j'ai trouvé ça, j'ai rebondi par un jeu de mots, mais en fait, ce qui est amusant et puissant, c'est qu'au fond, Nawel me renvoie à la profondeur, en fait, de ce que moi j'ai pris pour un jeu de mots. Je suis bien un ex-pendu, mais qui a réussi à s'expandre. C'est amusant. Voilà. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que je me dis, au fond, bah là, tous les quatre, tous les cinq, je sais pas, comme il y a l'image, ils ont vu deux fois, je la compte deux fois, c'est pas grave. Tous les six, on pense à ton double, on arrive à produire du sens. Et du coup, moi, ce que je crois, enfin, ce que je pense sincèrement, c'est pour ça que l'intérêt d'une constellation, c'est de faire ce travail en collectif, avec chacun la richesse, la lumière, les rebonds qui peuvent se faire de l'un à l'autre, et comment on va construire justement du sens incarné dans l'interaction, dans l'émotion, hein, parce que là, je sens que je commence à être ému, en fait, hein, parce que je te vois pas, Nawel, en fait. Et ce que tu viens de dire, pour moi, c'était important. Et pourtant, je me dis, voilà, on est bien en coprésence. Et en coprésence, il y a des obscurités qui finalement vont se fissurer, qui vont être démasquées. Parce que nous, ce qu'on ne voit pas, les autres peuvent le voir. C'est ça.
Exactement. La force du groupe, hein, d'ailleurs, c'est ça, hein, tu as raison. Moi, je pense qu'on ne peut que, d'ailleurs, la lumière, hein, on ne peut que arriver en tout cas, briller d'une lumière ou de plusieurs lumières, mais à travers toujours aussi l'autre. Quand je dis l'autre, c'est les autres, mais c'est seul, on ne brille pas finalement. Hein. On rayonne pas en tout cas, mais c'est toujours la force du groupe, c'est toujours avec l'autre qu'on arrive à soi-même aussi se connaître, à rayonner, à naître, à renaître. Déjà, on n'est pas seul, donc on est à travers un être aussi. Donc voilà, pour moi, ouais, ça c'est la base de tout. Hein. Mm. Bien, merci beaucoup pour vos retours, vos contributions. Et voilà, ce que tu as dit aussi, Nawel, en fait, hein, souvent, parfois, on sait pourquoi on est bloqué. Hein. Il y a une situation, il y a quelque chose qui émerge et on sait, ah oui, ça me ramène au conflit voilà, avec mon père ou autre. Et c'est là où j'ai envie de dire que, voilà, il n'y a pas que la dimension intellectuelle, le fait de savoir, ah oui, c'est lié à ça, etc. Et comme tu disais, comment est-ce qu'on nourrit toutes les autres dimensions, en fait. Ça y est, on a nourri le mental, on sait d'où est-ce que ça vient, mais maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner cette renaissance? Ce n'est pas que par le savoir, c'est pas comme lorsque je dis, ben tiens, tu peux faire ce pas de danse et j'explique toute la théorie. C'est pas parce que j'explique toute la théorie que tu sais le faire. Et la renaissance, c'est à travers le corps d'abord. Et donc, c'est Ouais. ça qui explique le pourquoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui ont beaucoup de connaissances, qui ont lu beaucoup de livres, et pourtant les blocages sont toujours là, parce qu'en fait, à un moment donné, il y a Ouais. descendre dans le corps, il y a besoin que ça soit intégré, imprimé et libéré dans et par le corps, en fait. Voilà. C'est vrai, carrément. Et dans le corps, finalement, il y a toutes les dimensions. Il y a à la fois le mental, l'intellect, hein, qui est très important aussi, mais il y a aussi l'émotionnel qui est ressenti par le corps. Il y a aussi le côté physique que le corps incarne, que l'action hein, vraiment dans l'espace. Il y a aussi ben, toute l'énergétique, puisque ce qui fait bouger le corps, c'est notre énergie. Et il y a aussi le côté un peu plus, voilà, dans l'invisible, et le côté, le sens, la spiritualité de tout ça. Et en fait, chaque chose peut prendre son sens que dans son contexte, dans son ensemble. Moi, tout seul, j'ai pas de sens, mais je prends le sens et je prends place parce que, ah oui, il y a telle personne, il y a tel environnement et j'ai telle fonction. Et donc, la renaissance, comme tu disais, ben, de toute façon, on sort à travers un être. Donc, il y a déjà au minimum deux, il y a aussi cette interaction. Et j'ai envie de dire, il y a un minimum trois, c'est-à-dire les deux parents et moi-même. Là, la force justement de la constellation de Renaissance, où c'est premièrement, c'est un atelier collectif, hein, 8 personnes, qui en fait va permettre vraiment de rentrer dans le corps. Ce n'est plus que voilà, je m'assois dans un fauteuil comme je fais souvent aussi par l'hypnose, par l'énergétique, je reçois, puis je visualise. Là, je vis réellement ma visualisation, je vis réellement l'histoire. Et ça, c'est encore plus puissant, puisqu'en fait, déjà, rien qu'en hypnose, on dit que l'inconscient et le corps ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur et l'imaginaire. Alors que là, en plus que le corps est vie, hein, moi je compare ça comme un film en 5D, c'est-à-dire un film en 3D, c'est Avatar. Film en 4D, comme on en a aussi au Vietnam, c'est voilà, on regarde le film en 3D avec des mouvements. En plus, on peut sentir le vent, on peut sentir des choses qui bougent, même l'odeur. Hein, on peut même voir la fumée qui sort. Et en 5D, on est à l'intérieur du film, on est dans le personnage et on ressent aussi toute l'émotionnel. Et ça, c'est très, très puissant parce qu'on va rentrer dans l'ensemble des dimensions et on va vraiment faire le switch en plus en utilisant l'égrégore et l'énergie du collectif. On va se sentir vraiment soutenu. Et c'est ça qui va faire cette renaissance. D'abord, en fait, en sortant de l'obscurité, c'est quoi? C'est le fait de mettre en scène, mais déjà en lumière,
la scène, mais déjà en lumière notre obscurité pour qu'on puisse le voir beaucoup plus facilement. Tout comme lorsqu'on va retaper une maison qui est un petit peu délabrée, voilà, qui est sale, eh bien, il y a besoin de regarder d'abord qu'est-ce qu'on doit aller réparer et donc le mettre en lumière. Et puis là, en fait, ben, finalement, c'est ensemble, on va aller réparer justement ces scènes-là. Euh, on parlera tout à l'heure justement des étapes, mais là, je vais terminer par rapport à cette renaissance en lumière qui passe d'abord en fait par le corps. Et François, si tu as envie de partager quelque chose. En plus, le corps, en fait, si on est attentif, hein, il se mobilise très vite. Moi, je travaillais tout récemment avec une femme qui a vécu une très grande expérience de maladie, une leucémie entre l'âge de 19 ans et 25 ans, avec traitement dans un établissement spécialisé, des transfusions sanguines extrêmement fréquentes, hein. Et en fait, en travaillant avec elle, elle me disait qu'elle entendait les voix des personnes dont le sang, dont elle était infusée, en fait, par le sang de ces personnes. Donc, on travaille ça une première journée, je la retrouve le lendemain et puis elle me dit, tiens, je vais dessiner. Et elle dessine son, on va dire, son super pouvoir, en fait. Et en fait, en dessinant, elle me dit, je vais le dessiner très rapidement. Et en fait, elle prend la feuille, elle prend les crayons, puis elle dessine vraiment avec le corps. Parce qu'en fait, même si on est assis à table, on voit très bien qu'elle dessine très très vite et que vraiment c'est son corps qui est en train de dessiner, c'est pas sa tête, hein. Elle dessine avec son corps. Et elle me montre ce dessin et moi je lui dis écoute, tu as dessiné très vite, moi je vais te dire très vite ce que je vois, aussi vite que tu as dessiné, je vois un cordon ombilical. Et je lui dis, dans le même mouvement, je vois un cordon ombilical et je me dis qu'au fond, le seul moment où tu as entendu la voix de quelqu'un dont tu étais infusé par ton sang, c'est quand tu étais dans le ventre de ta mère. Et là, son corps m'a livré le secret du cordon ombilical elle n'avait jamais fait de lien entre sa leucémie et la question de sa gestation. Et elle m'a dit, mais François, je n'étais pas attendu. Ma mère m'appelait Eric, je suis un garçon. Et elle a entendu Eric, elle, dans le ventre. Elle entendait des voix qui lui disaient Eric, et elle était nourrie par le sang de la personne qui lui disait Eric, c'était sa mère. Leucémie entre 19 et 25 ans. Elle a perdu pratiquement tous les gens qu'elle a rencontrés dans l'établissement où elle était, et elle s'en est sortie. Et je trouvais ça extraordinaire qu'au fond, elle m'a livré finalement quelque chose à interpréter avec son corps. Elle a dit, je ne réfléchis pas, là, je dessine, et moi, j'ai vu le cordon ombilical. Et je lui ai fait ce lien, ce rapprochement qu'elle n'avait jamais fait dans aucune autre thérapie. Parce que là, on était entre la thérapie en mouvement, dans l'action, dans le geste, et en même temps dans la parole. Et elle m'a livré son geste, et ce geste, c'était de dessiner un cordon ombilical. Et elle ne l'aurait pas dit. Et elle m'a dit, je n'avais jamais fait de lien entre ma leucémie et le fait que ma mère ne m'attendait pas. Voilà. Et le corps. Très, très belle histoire. En plus, l'une des questions qui était sortie, bon, la personne n'est pas là aujourd'hui, qui va regarder aussi euh, le Zoom après, justement, poser la problématique justement de la santé. Et bien voilà, il y a en fait toute une symbolique du corps, hein. Le corps, quand il exprime une maladie, en fait, c'est une manière du corps de nous parler, en fait. Et à nous de décrypter cette symbolique. En plus, le sang, sur une autre symbolique, ça représente aussi le moi, l'être profond. Mm. Voilà, donc, et puis, donc, voilà, la question de la personne, c'est la question de la santé sur tous les plans. Eh bien, d'abord, la santé, en fait, c'est le message. Il y a un déséquilibre du corps, quelque part, mais qui s'exprime parce qu'il y a un message à être mis en lumière. Et parce que ce n'est pas mis en lumière que le corps se met en déséquilibre pour nous dire, hey, toc, 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 il y a là, il y a ici à aller regarder. Et si on ne regarde que sur le plan, on va dire, physique, et on oublie les autres plans, hein, à la fois émotionnel, à la fois mental, nos croyances, à la fois énergétique et spirituel,
eh bien, en fait, parfois, en fait, que la réparation physique ne suffit pas. Voilà. Ça aide parce que ça rentre dans un plan qui est important pour nous, mais il y a tous les autres plans, en fait, à aller regarder. La constellation de renaissance, à travers aussi le symbolique qu'on va exprimer à travers notre corps, euh, en étant en fait en connexion avec l'ensemble de tous ces sens, hein, à la fois le visuel, à la fois notre émotionnel, notre ressenti, eh bien en fait on va faire émerger dans le processus au fur et à mesure tous ces symboliques-là. Donc c'est-à-dire que là actuellement on est assis comme ça, peut-être ça paraît un petit peu obscur, c'est peut-être pas forcément clair la problématique, mais lorsqu'on est en mouvement et en plus par rapport au collectif, lorsqu'on est en résonance également, il y a des choses qui vont émerger et qui vont se clarifier beaucoup plus facilement et aussi d'une manière aussi beaucoup plus amusante, puisque voilà, on n'est là pas pour vivre en fait des choses lourdes d'une manière lourde, mais en fait on peut vivre des choses lourdes d'une manière légère, avec beaucoup de douceur, de bienveillance et rentrer en profondeur de l'être avec cette douceur-là. Donc, c'est vraiment, nous, notre objectif. Et on s'amuse aussi autour de ça. Mais on ne s'amuse pas juste pour rigoler. C'est vraiment pour, en fait, réveiller aussi notre enfant intérieur, réveiller aussi, en fait, ce côté de légèreté de la vie tout en traversant, en fait, quelque chose de chaotique. Et c'est la lumière qui naît à travers le chaos. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on dit aussi certaines personnes, peu importe ce qu'elles vivent, hein, et des choses complètement tragiques, elles ont toujours cette légèreté d'âme et cette lumière qui rayonne en elles. Et d'ailleurs, ça peut stabiliser, déstabiliser les gens, hein. Ils se disent, mais attends, elle a vécu les pires atroces. Et c'est vrai que quand même tu es au contact de cette personne, tu es à côté de cette personne, tu sens sa légèreté d'âme, quoi, une espèce de, et vraiment une lumière. Et il y a des gens qui sont comme ça, hein, qui ont ça, et c'est déconcertant, quoi. Et à contrario, tu as des personnes qui sont lourdes de par leurs énergies, et que tu sens qu'il y a une espèce de, qui peuvent être hyper sympas, hein, qui peuvent vraiment, enfin voilà, gentils, mais tu sens que l'énergie, elle est plombante, elle est lourde, elle est, voilà, et que moi je suis très sensible aussi à ça, et tu sens que voilà, il y a des personnes où ouais, je pense qu'ils sont des très bonnes personnes, mais que pour X raisons, alors peut-être que eux-mêmes ils n'ont pas conceptualisé, hein, mais ils se rendent même pas compte, mais ils ont vraiment voilà, c'est cette lourdeur à l'intérieur d'eux, quoi. Sans avoir vécu non plus des choses très, aussi très dramatiques, soit dit en passant, mais bon. Et c'est là où merci Nawel hein, pour ce commentaire parce que en fait on ne prend pas conscience à quel point nous sommes tous connectés et de vie en vie. C'est-à-dire que peut-être dans ma vie aujourd'hui j'ai rien vécu, on va dire d'extérieur qui pourrait être considéré comme lourd ou traumatisant, mais par contre je vois l'information de mes ancêtres qui ont vécu des choses horribles. C'est ça, ouais. Quand on va regarder dans l'histoire de l'humanité, ben, toutes ces choses-là sont présentes là. Et même en fait, un conflit apparent voilà, juste entre deux personnes qui peut finalement être un symbolique de la guerre que l'humain a dû traverser. Mais c'est quelque chose que l'humanité n'a pas encore su le résoudre dans la paix, dans l'harmonie. C'est pour ça que toutes ces choses-là continuent en fait à être alimentées à plusieurs échelles. D'abord à petite échelle entre déjà moi envers moi, hein, conflit avec soi-même, moi avec mon entourage, et puis aussi entre la famille et entre les clans, entre la société et entre ben, les pays, les nations et même un ensemble de pays, des mouvements, etc. Donc, c'est vraiment cette symbolique-là. Et nous, en fait, de notre côté, on va tenter de changer quelque part la vision et l'histoire qui se fait raconter, puisque en fait, nous sommes ce que nous racontons aussi dans notre histoire et dans la mémoire qui est engrammée dans notre corps. Si la mémoire a engrammé en fait un conflit lourd et des souffrances très lourdes avec la guerre, par exemple,
eh bien, quelque part, ça nous influence dans nos blocages actuels, dans notre manière de voir la vie ou même dans notre attitude. Puisque mentalement, on peut se dire, voilà, je fais ça avec telle action, telle bonne intention, mais l'énergétique qu'on porte, en fait, elle est lourde. Et nous, on ne réagit pas que par l'action que la personne, elle émet. On réagit par rapport à l'énergie qu'elle porte. Et c'est là, souvent, on a une forme d'incompréhension et de mauvaise communication, en fait, c'est qu'on ne comprend pas ça. On va juste regarder en fait l'extérieur, mais on ne va pas plus en profondeur. Et là, dans la constellation de Renaissance, on a des moyens pour aller beaucoup plus en profondeur, d'abord en activant le mouvement du corps et que laissons le corps en fait raconter l'histoire qu'elle porte. Voilà. Mm. C'est ça, hein. Et puis tu as raison, puis je rajouterais juste par rapport à ça, parce que ce que tu dis, ça me parle tellement. Comme tu dis, les maladies, de toute façon, elles reflètent quelque chose. Et ton corps, à un moment donné aussi, il va prendre des décisions pour toi aussi. Alors, à travers la maladie, mais il va prendre, par exemple, là, il y a un exemple qui me vient en tête, les fractures. Très souvent, quand on se fracture quelque chose et quand on va voir un peu la signification sous-jacente, justement, de telle et telle fracture, qu'est-ce que ça signifie? Donc là, c'est ça regroupe tout ce qu'on est en train de dire par rapport aux maladies, par rapport à ce que François disait, une leucémie, ok, pourquoi? Et en fait, on va retourner à l'essence de tout ça. Pourquoi cette leucémie à l'arrivée? Pourquoi le fameux cancer? Et les fractures, c'est pareil. Moi, je sais que j'ai jamais eu, entre guillemets, de fracture. Et en 2020, j'ai vécu 2 gros accidents. J'ai eu une année où je me suis cassée, brisée quasiment tous les os. Enfin, voilà. Et du coup, quand j'ai vu la signification, puis c'est marrant parce que, encore une fois, quand tu es en alerte par rapport à ce que tu vis, où tu en es, même si tu sais qu'il y a encore beaucoup de taf à faire, hein, où tu te dis, voilà, je ne suis pas sortie de l'auberge, hein, je suis encore dedans. Mais du coup, quand tu te fractures telle ou telle chose aussi, bah, tu te dis, voilà, là, c'est ton corps qui lui-même a pris la décision de se dire, bah, là, je te mets un stop, en fait. Je t'arrête. C'est voilà, c'est les signaux, hein, donc moi, il m'a arrêté par rapport à des fractures et je me suis même cassé le pied, mais tellement ridicule que franchement, c'était enfin, rien de même de raconter l'histoire, c'était mais hilarant parce que c'était vraiment rien ne s'apprêtait à une fracture et j'ai eu quand même le pied cassé qui m'a valu voilà, plâtrer 2 mois et après des mois et des mois pour me remettre, mais donc c'est assez ironique, enfin voilà, le corps, moi je pense que c'est vraiment le maître mot quand même, hein, finalement, parce que voilà, c'est lui qui nous drive. Et tu sais, c'est marrant parce que je rebondis aussi, le corps, c'est le maître mot, c'est aussi le maître en mots. Et C'est vrai. j'entends des jeux de mots, des jeux de mots MAU, bien sûr. Oui, j'adore. Je valide. C'est vrai. La métaphore du corps hein, qui est vraiment littérale. Qu'est-ce qui t'a cassé le pied en ce moment-là? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, voilà. Et puis, encore une fois, tu sais. Tu sais, c'est marrant parce que quand tu as un accident ou tu as une fracture, ou très souvent, on sait toujours. Après, c'est est-ce qu'on veut regarder les choses ou est-ce que, voilà, moi, quelques mois plus tôt, j'ai eu vraiment un gros accident qui m'a cassé là. Par contre, le bassin et tout, c'était d'un autre acabit. C'était pas du tout et d'autres fractures. Pareil, de se briser le sacrum à 30 ans. Enfin, ça équivaut à un accident de voiture. J'ai pas eu d'accident de voiture, donc même les médecins étaient là. Oh, bah dis donc. Puis ils me disaient, mais attendez, vous avez 30 ans, vous êtes fracturé le sacrum, ça arrive que à des personnes âgées parce que c'est un os qui est très dur. Et moi, je rigolais parce qu'après, j'ai regardé la signification du sacrum, tout ça. Je disais, ah oui, oui, l'os sacré. Oh bah tiens, voilà. Je me suis brisé un os à 30 ans qu'on ne se brise jamais, en fait. Et voilà, après, tu es là, tu te dis, bon, bah ok, je sais voilà, plus ou moins pourquoi ça arrive et qu'est-ce qu'il faut, entre guillemets, un peu travailler, quoi. Et là, c'est le corps qui te parle. Ouais. Et Nawet, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que souvent on le sait intérieurement, parce qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de notre corps, mais est-ce qu'on est-ce qu'on ose les regarder et est-ce qu'on sait les regarder? Et la constellation de Renaissance nous aide en fait à les regarder en toute sécurité. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas regarder ces problématiques? Premièrement, parce qu'on ne sait pas comment le faire. Notre société
ne nous enseigne pas comment le faire. Et aussi, on a peur. On a peur de regarder parce que, OK, d'accord, je vais voir, mais qu'est-ce que j'en fais avec ça? Comment je change? On ne m'a jamais appris non plus. Comment je peux Ouais. en regardant l'obscurité, bah, mieux vaut ne pas regarder, au moins en fait je me sens être dans sécurité, dans mon inconfort. Et puis on a aussi peur du changement, de l'inconnu. Ok, d'accord, je vois Ouais. pas, ça veut dire que je prends la responsabilité de changer, mais en fait c'est le risque qu'il y a ça qui se passe. Est-ce que je suis prêt à changer, à peut-être laisser tomber telle chose? Donc en fait, ça rejoint l'insécurité. On n'ose pas regarder parce qu'on Ouais. est en insécurité et on a peur d'être dans cette insécurité-là. Et là, c'est la force de la constellation de Renaissance. Et premièrement, on est en groupe, dans un groupe bienveillant, dans l'écoute, qui nous aide à accoucher de cette obscurité-là pour qu'on puisse vraiment en fait le prendre dans la main et le mettre en lumière en disant mais on va te prendre soin de toi et nous sommes là. Et c'est vraiment en fait l'être humain qui le besoin d'abord primaire, c'est se sentir en sécurité et aimé. Et bien dans le groupe, parce que les traumatismes ont manqué de ça, notre enfant intérieur a manqué de ça, eh bien là, on va pouvoir en fait mettre en scène pour pouvoir vraiment recevoir cette réparation en se sentant en sécurité, entouré, soutenu, encouragé et se sentir aimé, accueilli, accepté dans le groupe. C'est ça qui va profondément en fait aider notre corps à renaître en renaissance. Oui, moi, Mm. pareil, c'est les mots qui me viennent, hein. On parle souvent de groupe bienveillant. Mais nous, l'idée dans la constellation de Renaissance, c'est plutôt de faire un groupe bien éveillant. Parce que Mm. la Mm. bienveillance, c'est toujours un petit peu pâteux, c'est doux, c'est doucereux. Mais en fait, pour moi, la bienveillance, c'est bien plus intéressant parce que c'est ce qui va permettre à la personne justement de se rendre compte de ce qui a éveillé chez elle. Et ça, on ne peut Mm. le voir parfois que dans le regard des autres. Parce qu'à force de se regarder dans le miroir, on ne voit plus que le miroir. Mm. C'est vrai. Ouais, c'est juste. Mm. Et puis, tu as bien éveillant donc, dans l'éveil, mais tu es bien né veillant. Je pense que là, on a de quoi travailler pendant plusieurs jours avec cette. C'est clair. Ah, c'est bien, bien. Mm. Une autre notion très importante, en fait, pour comprendre comment renaître en lumière, c'est l'identité narrative. Donc, on a fait déjà toute une vidéo parlant de cette identité narrative. Donc, je vous inviterai aussi à le regarder. Je pourrais vous le renvoyer si vous ne l'avez pas vu ou eu. Mais je pense que c'est important de le rappeler ici. Et puis, voilà, pour les personnes qui regardent en replay, je mets également en commentaire enfin, voilà, de la vidéo pour que vous ayez en fait accès à cette vidéo-là. Et donc, François, est-ce que tu pourrais parler justement un peu de l'identité narrative et en quoi justement c'est important dans ce processus de renaissance? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on sait, enfin, toutes les recherches, les spécialistes du langage, ils savent qu'en fait, le langage est d'origine métaphorique. C'est-à-dire qu'en fait, le langage, au fond, a une fonction de métaphore, de décrire le monde avec des images. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement ils ont constaté que le langage était métaphorique, ça, ce qui est déjà une nouvelle importante, mais en plus que toutes ces métaphores sont structurées autour du corps. En Mhm. fait, c'est simple, hein, quand on dit aux gens, par exemple, bah écoutez, vos problèmes sont lourds, bah, on Mm. fait une métaphore autour du corps, c'est-à-dire que vos problèmes, si vous me les mettez dans les bras ou vous les portez, c'est lourd, ça vous écrase, donc c'est le corps. Quand les gens disent c'est lourd pour moi, bah, c'est simplement la métaphore, c'est le corps qui nous permet d'exprimer ça. Et donc, ce qui est intéressant dans la constellation qu'on va mettre en place, c'est qu'on va essayer on va mettre en place la possibilité d'exprimer et le corps, et donc dans son mouvement, mais aussi dans son mouvement de langage. Et souvent, on accède aussi bien à ce que le corps ressent à travers les mots T, I, S, M, A, U, X, qu'il exprime, et donc l'attention, je dirais, à cette identité narrative qui est aussi une identité du corps. Et l'identité narrative, c'est une identité métaphorique de notre corps. En fait, on se décrit souvent comme au fond, on ressent notre corps. Et donc, du coup, l'idée, Mm. attentif à ça, de capter ces instants où la personne va dire quelque chose
dont on a l'impression que c'est la personne qui parle, en fait, c'est le corps qui parle, puisque c'est la métaphore du corps qui va lui permettre d'exprimer finalement ce qu'elle ressent à l'intérieur. Elle ne peut pas mettre de mots dessus au-delà de ça. Quand la personne dit mes problèmes sont lourds, ben, il va falloir qu'on aille explorer la lourdeur de ce problème, parce que c'est vraiment le problème, c'est qu'elle ressent quelque chose de lourd, son corps porte quelque chose de lourd. Donc, il va y avoir une interaction et l'identité narrative, au sens où moi je l'entends, c'est plus encore que l'identité sociale avec laquelle on va se décrire. Hein. On est décrit, on se décrit parce que l'on dit les autres de nous. Celui-ci, c'est un âne, celle-ci, elle est trop expressive, celui-ci, il réfléchit avant, il parle avant d'agir, enfin, il réfléchit pas avant d'agir, etc. Donc, on est pris dans des mots qui souvent ne nous appartiennent pas. Mais en même temps, il y a des mots dans lesquels le corps, il va exprimer la vérité de ce qui est en nous. Et donc, l'attention qu'on peut avoir à l'identité narrative, elle doit aussi être très attentive. Notre attention doit être très portée sur ce que le corps dit dans ce qu'on appelle parfois le langage des oiseaux. Mais là, ça peut être le langage des papillons qui cherchent à sortir du quotidien. Oui, c'est un peu comme quand tu dis aussi tu me prends la tête ou tu me donnes mal à la tête. Arrête, tu me donnes mal à la tête et on se sent saturé. On pense que c'est des façons de parler, que oui, bien sûr, j'ai utilisé des expressions parce que j'ai appris. Mais quand on dit j'ai le cœur lourd, même si c'est une expression toute faite, on peut essayer de prendre ça, comment dire, au pied du corps, c'est-à-dire tu as le cœur lourd, ton corps se sent lourd de chagrin, de douleur. Et là, cette lourdeur-là, on va l'avoir dans les gestes, on va pouvoir la provoquer, la stimuler et en fait la débarrasser des mots qui à la fois la trahissent et en même temps la masquent. Quand je dis j'ai le corps lourd ou j'ai le cœur lourd, bon, bah, j'exprime et en même temps je masque. Oui, c'est vrai. Donc, l'identité narrative, hein, c'est vraiment toutes les dimensions qui font que notre être, il s'exprime à travers nos mots, mais avec toute la pesanteur, tout le poids du vécu corporel. Et ça fait partie des choses qu'on peut travailler dans le dispositif qu'on a mis en place avec l'angle. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller solliciter des zones dans lesquelles, au fond, ce que le corps va traduire dans les mots va nous permettre de replonger dans les mots du corps. Là, j'ai vraiment de l'expérience, par exemple, en hypnose, on utilise beaucoup ça, en fait, cette métaphore du corps. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un me vient en disant j'ai mal au genou, par exemple. J'ai eu ce cas et en fait, je vais demander à la personne de me décrire c'est comme quoi. Ah, c'est comme si en fait, il y avait un caillou dans mon genou qui m'empêchait en fait de marcher. Et vraiment, je fais faire comme si, en fait, OK, visualise ce caillou, décris-le, etc. Ressens-le. Et puis, en fait, ensemble, on va aller enlever ce caillou-là. Et c'est toujours la personne qui va choisir comment elle veut enlever ce caillou. Des personnes qui vont dire, bah, moi, je prends ce caillou et puis je l'enlève. Il y a d'autres personnes qui dit bah, moi je vais demander à une fée qui va venir et puis avec sa baguette magique qui va faire dissoudre le caillou, pourquoi pas. D'autres personnes qui fait que ben voilà ben, finalement le caillou il s'envole comme ça dans la lumière, donc chacun a sa manière de faire, mais parce que elle s'est impliquée dans tout le processus d'imagination et corporellement elle a senti, donc vraiment je demande ok, prends ta main là comme ça et hop vas-y prends-le et fais quelque chose. Donc, si tu veux l'ouvrir, vas-y, imagine que tu ouvres ton genou pour aller prendre le caillou et regarde, il est là le caillou. Voilà, vas-y, mets-le là où tu le veux ou bien tout d'un coup, le caillou, il se transforme en fait en bulle et puis hop, et vas-y, tu peux appuyer sur la bulle et voilà, et ça s'éclate. Et en fait, on va retourner en enfance comme ça et une problématique qui peut paraître gênant, inconfortable, devient quelque chose de très ludique, de marrant. Et en plus, on sent en fait ce pouvoir, on peut faire n'importe quoi dans notre monde, c'est dans notre décision. Et c'est là qu'on reprend le pouvoir. Et vraiment, ça marche en fait. Rien que la personne qui traverse ce processus-là, elle dit, mais c'est marrant, je n'ai plus mal au genou. Voilà. Donc ça, c'est
un exemple, une dimension. Bien sûr, il y a ce côté métaphorique, mais il y a aussi, en fait, derrière, hein, il y a aussi toute l'introspection pour aller voir la symbolique, la signification de ce que le corps il nous envoie à travers ce caillou dans le genou. C'est aussi le je et le nous, par exemple. Il y a un caillou peut-être entre le je et le nous, tu vois. Il y a symbolique-là. Et donc, on va aller travailler ça. Et on peut-être, va finalement, ce jeu et ce nous et ce caillou, à quoi, en fait, ça t'amène? Ah, bah, en fait, ça m'amène, en fait, à ce conflit avec mon père. Il y a un caillou entre moi et mon père. D'accord, ok. Vas-y, comment est-ce qu'on présente ce conflit-là? Et puis, finalement, on va aller voilà, zoomer et aller comprendre, en fait, en détail, qu'est-ce qui se passe dans chacun des personnages, dans chacun des éléments. Donc là, je rentre vraiment dans le vif du sujet de qu'est-ce que c'est la constellation de renaissance et le processus important par lesquels on va passer. Hein. Donc, c'est d'abord, il y a aussi la partie métaphorique, la représentation en fait de la problématique qu'on va commencer au fur et à mesure mettre en scène, et puis aussi mettre en scène pour mettre en lumière, hein, et puis après aussi de conscientiser la problématique. En fait, c'est plutôt ça qui me gêne. Voici le caillou et on va suivre le film du caillou et on va arriver peut-être à un événement, soit dans notre vécu, soit en fait, il y a quelque chose qui apparaît là. Hein, on peut parler du transgénérationnel. Ah oui, bah, en fait, ça me fait penser que tout d'un coup, dans mon esprit, il y a l'histoire de ma grand-mère qui a vécu un conflit avec même son propre père. Ah bah oui, mais en fait, là, on est en train de reproduire exactement le même schéma, en fait. Ouais, et puis, en fait, on va suivre le fil de ce qui se présente. Donc, c'est la deuxième étape, hein, c'est zoomer, suivre le fil et aussi écouter, exprimer l'ensemble en fait des éléments et comprendre en profondeur en fait le besoin de chacun, l'expression que chacun n'a pas su réellement mis en lumière, se faire écouter, se faire entendre. Et la troisième étape, c'est vraiment la réparation. C'est-à-dire que maintenant, en mettant en lumière toute cette obscurité, toute l'ignorance en fait que la mémoire n'a pas pu recevoir, c'est-à-dire qu'elle a trop zoomé sur l'obscurité, elle a trop zoomé sur une problématique, mais elle n'a pas su ouvrir à l'ensemble de la problématique. Et donc, elle n'a pas su ouvrir son champ de vision, de compréhension. Et là, maintenant, en zoomant, en traversant la deuxième étape, elle va pouvoir réparer. C'est-à-dire, elle a pris conscience, mais en fait, chacun de ces éléments-là avait besoin de telle ou telle chose, telle ressource pour pouvoir avoir assez de sécurité, de puissance et d'amour pour pouvoir avancer. Eh bien, c'est le moment où le groupe, ensemble, on va aller apporter cette réparation. Parfois, c'est simplement permettre à l'enfant, par exemple, qui a été battu ou non écouté, ou qui a senti ou a vécu une injustice, de l'exprimer simplement. Voilà, voici mon injustice et que cet enfant exprime. Et qu'après, le groupe qui va apporter la réparation avec le pardon, avec l'accueil, avec l'explication que l'enfant avait besoin aussi d'entendre, et aussi avec le côté physique vraiment que l'enfant pourrait ressentir qu'il se sent écouté et enveloppé en toute sécurité. Et c'est là en fait que l'enfant ou la scène ou la personne, le personnage va pouvoir renaître vraiment en changeant finalement, ben voilà, s'il y avait eu vraiment toutes ces ressources-là, si la personne, le personnage ou l'enfant a su avoir cette sécurité intérieure, ce soutien, cet amour qu'il attendait, eh bien, qu'est-ce qu'il aurait fait de différent? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ça peut être simplement dire stop lorsqu'il y a besoin de dire stop, de pouvoir se protéger, mettre des limites claires, pouvoir exprimer clairement ses besoins, etc., etc. Et là, on va revenir, au départ, on est allé vers le passé. Et là, en fait, petit à petit, on a cette renaissance à travers les nouvelles ressources et on va remonter en fait dans notre cours de notre vie jusqu'à maintenant pour vraiment dire, OK, ben maintenant, par rapport à ma problématique de départ, avec ce blocage qui est représenté par une métaphore, peut-être le caillou dans mon corps, par exemple, ou dans le genou, eh bien maintenant, comment est-ce que ma vie s'est transformée? Avec cette nouvelle ressource que moi, j'ai pu intégrer, comment est-ce que je vais faire autrement, comment je vais agir autrement, avec quelle nouvelle énergie. Et c'est là, en fait, où on accompagne vraiment jusqu'au bout cette renaissance
dans le ici et maintenant par rapport à votre vie actuelle. Voilà. Je ne sais pas si ça a été clair et si vous avez des questions. Et surtout, François, si tu as envie de rajouter quelque chose. Non, je pense que tu as bien décrit la dynamique. Alors, c'est pas facile de le décrire parce que c'est une dynamique qui est à la fois corporelle, collective, individuelle. Il y a beaucoup de résonance. Ça résonne énormément quand on voit les personnes qui ont tout à coup se trouvent dans cette situation d'une possibilité d'exprimer une souffrance qui était restée, on va dire, en creux. Comment la faire sortir avec l'expression, le dispositif. Enfin, non, c'est une dynamique qu'il faut percevoir. Là, tu la résumes, mais il faut la vivre, en fait. Hein. C'est une expérience. En fait, on va dire que c'est une thérapie expérientielle, au sens fort du terme. C'est-à-dire, c'est l'expérience de la descente dans l'obscurité et la remontée vers la lumière qui est fondamentale et qui est nourrissante. C'est le fait de le faire, c'est ce trajet qui permet la renaissance. On dépasse simplement, enfin, on dépasse la simple expression des mots. Merci François. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce processus ou des commentaires? Ben, on n'a plus qu'à le vivre maintenant. Voilà. Alors, je dirais, c'était peut-être quelque chose que je voulais rajouter. L'idée aussi, c'est que l'alliance qu'on a décidé de faire, Zong et moi, c'est vraiment une alliance à la fois d'essayer d'offrir aux personnes qui vont faire ce travail avec nous la surface, comment dire, de protection et de protection la plus large possible. On a en commun, Zong et moi, des enfants intérieurs très, très joyeux, très ludiques. Et puis en même temps, on a aussi une expérience de vie qui est différente. Donc Zong, elle serait pour être ma fille au fond. Hein. Pas bien entendu. Je dis, tu pourrais être ma fille. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que toi, tu es dans le commencement. Moi, je suis dans le finissement. Et quand je dis finissement, j'entends un mot finition, c'est-à-dire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je suis dans le finissement, une forme d'accomplissement. Tu es une femme, je suis un homme. En même temps, moi, je sais que porté dans le ventre de ma mère, j'ai été une femme. Je pense que peut-être que toi, il y a quelque chose de très, très gaillard et très garçon en toi. Et en fait, moi, je pense que c'est un des processus qui va être puissant dans la constellation qu'on va vivre très prochainement, c'est justement cette capacité, cette envergure qu'on a en fait tous les deux pour arriver à accueillir, porter, donner du sens, nettoyer, je vais reprendre le terme de Nawel, en fait, des choses qui finalement peuvent finalement requérir un travail d'une vie. Hein. Parce qu'en fait, l'enfant, il commence tôt et puis ce qu'on espère, c'est qu'il finisse le plus tard possible et le mieux possible. Et ça, c'est la puissance et la joie de la vie qui permet justement d'atteindre la sérénité, qui permet de se retourner vers son passé en disant finalement, je suis le fruit de toute cette obscurité, mais je suis heureux d'avoir construit à partir de cela toute cette lumière qu'aujourd'hui les gens constatent quand je les regarde ou quand je vis. C'est ça, moi, que j'ai l'intention de restituer aux gens. En fait, c'est peut-être non seulement d'être dans la lumière, mais aussi d'agir dans la lumière. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres questions qui pourraient venir? Moi, ça va. Je pense que... Ben, on a fait la durée d'un film hollywoodien, 1h27. Ah oui, c'est vrai. Les films d'Hollywood ne dépassent jamais 1h30, c'est à cause des séances. Le système des séances fait qu'il faut toujours que ce soit un peu plus court qu'1h30 dans le cinéma. Ah, ouais. Ben oui, il faut passer 3 films dans l'après-midi, 4 films. C'est pas faux. Pas faux. Voilà. Et puis c'est intéressant parce qu'en fait, on est aussi structuré par des temps narratifs qui ne nous appartiennent pas. Hein. Combien de films a-t-on regardé d'1h30? C'est énorme. En fait, on a l'habitude de récits qui durent 1h30. Au-delà, ça devient une série. Donc, ce qu'on va vous proposer avec ça, c'est que soit c'est un film, on s'arrête là, soit c'est une série, on continue la prochaine fois. Mais dans les deux cas, en fait, on peut dire qu'on est quand même arrivé à un bel endroit et suffisamment loin pour se dire qu'on est arrivé quelque part.
Merci à vous. Merci. Alors, j'aimerais, en fait, il y a une personne qui n'est pas là, mais qui a laissé une question. Donc, peut-être qu'on peut prendre 5 C'est la minutes. question subsidiaire, toujours. Donc, la problématique qu'elle nous partage, c'est la lignée féminine et ne jamais récolter le fruit de ses efforts. Voilà, elle aimerait justement, à travers l'atelier, apprendre à identifier les mémoires transgénérationnelles qui se jouent actuellement dans sa vie. Donc, on a expliqué le processus de comment est-ce qu'on pourrait en fait l'identifier. Et puis, elle nous pose la question, qu'est-ce qu'il y a à comprendre quand on ne récolte jamais ou de manière très maigre ce que l'on sème, notamment dans le domaine professionnel, malgré tous les efforts fournis, ma mère a eu le même problème. Ah bah ça, c'est une autre paire de manches encore. Alors, moi, ce que j'aurais envie de dire, parce que ça me fait penser quelque chose, c'est qu'en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut se contenter de survivre? Est-ce qu'on peut se contenter toute une vie de survivre? En ne récoltant rien, je fais l'hypothèse, mais c'est à vérifier de façon très attentive, que cette personne réussit à survivre. La question, c'est est-ce qu'on peut dire survie, c'est déjà bien, c'est peut-être déjà beaucoup. Parce que peut-être que par rapport au risque potentiel qu'elle imagine prendre peut-être en réussissant, bah, elle se dit au fond, là, je survis. Mais là, ce qu'il faut arriver à faire, c'est dépasser cette simple ambition de survie qui est déjà noble et, comment dire, qui est déjà importante, parce que tout être vivant a l'intention de survivre, au fond, qu'elle soit consciente ou non. Mais il faut là aider la personne à sortir de cette posture de survie, parce qu'elle y trouve le bénéfice déjà de sa préservation, de sa conservation. Il y a des risques à passer de la survie à la vie, mais c'est ce qu'il faut essayer d'accomplir dans un environnement comme celui de la constellation bienveillante dans lequel on va potentiellement l'entraîner. Et au fond, se risquer à aller au-delà de la survie, bah, c'est vrai que c'est pas facile, ça demande un accompagnement. Mais elle a déjà fait un travail pour survivre, c'est déjà beau. Alors, ça mérite déjà d'être relevé comme étant quelque chose d'honorable. Alors, moi, je m'exprime par rapport aussi à mon expérience sur la problématique. Déjà, tout comme le corps, en fait, le corps, même s'il exprime une maladie ou un accident, c'est toujours quelque part pour notre bien. Pour notre bien parce qu'il exprime quelque chose, pour qu'on aille le voir, pour notre bien parce que ça, c'est un mécanisme de protection pour éviter que quelque chose d'autre arrive, et c'est quelque chose d'autre était en fait intégré dans notre corps comme un traumatisme. Donc, je vais raconter un exemple, déjà par le corps, quelqu'un en fait voilà, le mari avec sa femme qui devait partir à un rendez-vous et en fait, tout d'un coup, le mari, il tombe dans l'escalier. Ah, il a mal, je ne peux pas y aller, etc. Oui, mais en fait, le corps a protégé le mari parce qu'au fond de lui, il n'avait pas envie d'y aller. Le burn-out, c'est pareil. Le burn-out s'est activé. Le corps a pris le dessus parce que notre mental n'a pas réussi à dire non. On n'a pas envie d'aller au travail. On n'est pas dans la capacité d'arrêter. Eh bien, le corps nous a aidés pour qu'on puisse avoir un bon prétexte pour pouvoir s'arrêter. Et donc là, c'est pareil, finalement, je récolte jamais ou de manière très maigre ce que je sème, parce que qu'est-ce qui se passe si je récolte les fruits? Donc ça peut être aussi des mémoires transgénérationnelles voilà, de la souffrance qu'on pourrait vivre que finalement on a une richesse. On peut en fait risquer la faillite, on peut risquer la jalousie, on peut risquer en fait des violences, les gens qui vont aller nous voler, les gens qui en fait, par exemple chez le communisme, avant, quelqu'un qui avait beaucoup de terres devait donner ces terres-là. Donc tout d'un coup, être démuni, être à nu. Et ça, c'est un danger. Donc mieux vaut pas réussir, mieux vaut pas briller pour ne pas se mettre en danger. Mais ça, c'est un ancien schéma que le corps a reçu comme traumatisme et ce n'est pas libéré. C'est pour ça, en fait, qu'on va continuer à le rejouer parce que ces événements, ces blocages, c'est pour rejouer, en fait, la situation pour qu'on puisse aller le voir et le libérer. Donc ça encore, notre corps, notre événement où la vie nous aide à ça.
Autre schéma possible, ça peut être, j'ai reçu finalement des injonctions quand j'étais petite ou bien dans mes ancêtres, voilà, toi, tu es bon à rien. Donc, tout ce que tu vas faire, ça va être nul. Tu n'es jamais assez bien. Eh bien oui, je vais, par amour, par, on va dire, loyauté, le fait de faire plaisir aux parents, eh bien, je continue justement, en fait, le schéma qui a été donné. Oui, effectivement, je suis bon à rien. Donc, tout ce que je sème, en fait, c'est nul. Voilà, donc je ne peux rien récolter. Et en fait, ce schéma arrive pour demander réparation, pour qu'on le voit, pour dire, mais en fait, regarde finalement ce que tu as récolté, mais que tu n'as pas pris conscience. C'est un peu, en fait, qu'on a semé, en fait, voilà, certaines graines, qu'on pensait que ce sont des maïs, mais en fait, ce sont des prunes. Et là, on dit, ah, je vois pas de maïs et j'ai rien récolté. Sauf qu'il y a plein de prunes à côté, mais je regarde même pas. Ça peut être aussi. Et en fait, c'est vraiment, on va aller, par notre expérience, par notre accompagnement, par l'aide du groupe, aller revisiter tout ça, aller voir en fait notre vie d'une autre manière aussi et aller faire les réparations que notre corps, que les événements de la vie nous amènent, nous fait émerger pour qu'on aille faire cette réparation-là, pour qu'on puisse vraiment faire le deuil et aller en paix en laissant en fait ces problématiques-là. Parce que ces problématiques-là n'apparaissent pas pour qu'on dise ah non, non, ça ne m'appartient pas et je vous jette. C'est simplement ah oui, je reconnais, ça fait partie aussi de mon histoire, déjà de ma lignée, mais aussi de l'humanité. Et là, je sais comment faire en fait pour les libérer à travers les ressources que je vais acquérir durant la constellation de renaissance. Et là, dans la vie de tous les jours, je sais comment faire. Je n'ai plus peur de rencontrer cette problématique-là. Et en plus, ça m'amuse. Et c'est ça, en fait, pour moi, l'objectif également dans chaque chose que je fais et aussi dans notre accompagnement et donc aussi dans la constellation de renaissance, c'est de vous apporter cette ressource, cette lumière pour éclairer l'obscurité. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Donc, avant de clôturer, donc là, voilà, je vais arrêter l'enregistrement et puis après, on aura un petit temps ensemble pour voilà, comment dire, atterrir ensemble, mais ça ne fera pas partie dans l'enregistrement puisque c'est intime entre nous. Pour les personnes qui, en fait, nous regardent en replay, voilà, si la constellation de Renaissance vous parle, eh bien, je vous invite à me contacter directement. Il y a en fait un atelier le 12 et 13 novembre, qui s'appelle l'atelier de constellation de Renaissance, hein, le week-end 12-13 novembre en Île-de-France. Si vous voulez avoir plus d'informations, en fait, vous me contactez. C'est réservé à 8 personnes uniquement. Donc, ces 2 jours-là, on va aller rentrer en fait vraiment en détail sur l'histoire de chaque personne. Et puis finalement, avec la résonance, eh bien, c'est aussi 8 problématiques qui pourraient me concerner. Donc, je mets en fait en commentaire les documents que vous allez pouvoir retrouver ici, qui parlent justement de cette constellation de renaissance. Il y a une offre jusqu'au 31 octobre, donc nous avons moins 25% et aussi un tarif spécial pour les jeunes, les étudiants et les chômeurs. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous me contactez. Là, on va pas rentrer dans le détail, mais je montre un petit peu qu'est-ce que ce document contient. Une explication justement de l'impact de nos blessures, de nos mémoires par rapport à nos blocages et nos problématiques actuelles. Comment justement la constellation de renaissance peut vous aider à renaître en lumière et profiter justement de la puissance du groupe. Mais là, à travers déjà la vidéo, vous avez énormément d'informations détaillées. Une présentation entre moi et François, qu'est-ce qui nous inspire ou aspire. Les exemples des déblocages que vous pouvez en fait voir apparaître dans votre vie, ce n'est pas exhaustif, hein, bien sûr, mais ça vous donne déjà des pistes. Les origines de ce que vous pouvez avoir en lien avec ces blocages-là.
Euh, et puis, vous avez également, voilà, cette invitation, si vous avez envie vraiment en fait, de libérer ces mémoires pour pouvoir renaître en lumière et prendre conscience du lien entre les mémoires corporelles, émotionnelles et énergétiques des blessures que vous portez par rapport à votre vie actuelle, eh bien, vous êtes peut-être, si ça vous parle, vous êtes peut-être prêt à faire cette constellation de renaissance. Donc, je vous invite vraiment à écouter votre cœur. Et voilà, si déjà notre énergie vous parle, ça vous attire, eh bien, suivez votre cœur. Si ce n'est pas du tout le cas, vous vous endormez, eh bien, c'est OK aussi. Surtout, n'y allez pas. Et puis, voilà, vous avez également toutes les informations pour pouvoir me contacter. Avant de terminer, est-ce que François, tu as envie de dire quelque chose? Bah, ceux qui nous ont écoutés ou qui vont nous écouter, bah, écoutez, aujourd'hui, si vous sentez des choses qui résonnent en vous, c'est peut-être le moment de venir expérimenter une voie différente pour arriver à laisser derrière vous toutes ces zones d'obscurité pour pénétrer enfin dans la zone de lumière qui vous attend. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup aux personnes qui nous regardent en replay. Et je vous dis peut-être à bientôt, soit en atelier ou sinon on continue sur ma chaîne YouTube avec des événements. Donc je vous invite en fait à vous abonner sur ma chaîne. Hein. Donc cliquez bien s'abonner et surtout sur la petite cloche en activant justement toute notification. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous dis au revoir. J'arrête l'enregistrement.